Arriva anche Daniel Atienza della Saeco. J'ai vu qu'il y avait deux équipes de très haut niveau en Andalousie pour les U23. J'ai pris ma petite voiture, j'ai chargé le vélo, je suis parti, je suis allé toquer à la porte de ces deux équipes et une des deux m'a dit pourquoi pas, viens avec nous. Donc ça veut dire qu'avant de partir, j'avais rien. T'as aucun contact? Rien. C'est l'aventure. Je voulais être coureur cycliste, j'avais un vélo, une voiture et une envie. Il m'a dit, bon écoute, week-end prochain, on va dans la région d'Alicante, participer à une course, c'est assez dur. On te donne un cuissard, un maillot, t'as un vélo, quoi, donc viens avec nous. Et je fais 3e de cette course, et là, il m'a plus lâché. Daniel Atienza, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation ce soir. Avec grand plaisir. C'est super cool, 3 Tours de France, un Giro, 7 Vuelta. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est de parler bien sûr de ta carrière, mais surtout des choix que tu as dû faire, parce que je pense qu'une carrière, elle est en grande partie faite de choix, à des moments très précis, qui dictent en fait la suite, on va dire. Et puis ce qui est bien, on va parler un peu de cyclisme en général. J'ai la chance d'être en face d'un consultant du cyclisme. Donc voilà, une interview autant personnelle qu'un petit peu plus globale. Est-ce que tu connais déjà un petit peu Ressources ou pas plus que ça? Tu vas le découvrir ce soir? Moi, je vais découvrir un petit peu ce soir et c'est vrai que j'ai jeté un petit coup d'œil quand même sur ce qui avait été fait jusque-là. Ouais, voir où tu tombes. Voilà, exactement. Donc toi, tu viens d'une famille originaire d'Espagne, d'Andalousie? Oui, c'est ça, donc du sud de l'Espagne, l'Andalousie de Grenade, très exactement. Ouais. Et tu es né à Moudon, et très jeune, tu te diriges vers le cyclisme. Ça ne me surprend pas aujourd'hui, mais peut-être pour l'époque un peu plus, parce que c'est vrai que c'est pas le sport le plus populaire, même si on a eu des grands champions par le passé, mais c'est pas un sport d'équipe. Pourquoi le cyclisme? Est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est une bonne question parce que c'est vrai que souvent on voit des cyclistes qui ont un lien familial, qui ont un lien avec des amis ou autres, ou voire même qui sont liés au sport, ce qui n'était pas du tout le cas chez moi. Je viens pas d'une famille de sportifs. Pour l'anecdote, ma maman ne sait pas aller à vélo, donc voilà, c'est un sport qui n'a jamais eu le moindre intérêt dans ma famille. À la maison, si on regardait un sport, c'était le foot et le Real Madrid, donc ça s'arrêtait là. Pourquoi le vélo? Par pur hasard. J'ai toujours eu cette fibre sportive dès mon plus jeune âge. J'ai touché à tout ce qu'on pouvait faire à Moudon, que ce soit du foot bien sûr, du tennis, du basket, de l'athlétisme. Et un jour, j'ai vu une annonce comme quoi il y avait un vélo club à Luçon, à 5 km de chez moi. Et je me suis dit, pourquoi pas, j'ai pris mon vieux vélo, je suis allé au premier entraînement et à partir de là, c'est devenu une passion et c'est devenu quelque chose qui a occupé mes pensées, ma motivation totale, quoi. Donc je peux dire que j'ai été vacciné au vélo et très jeune, très vite déjà, je voulais percer dans ce sport, c'est vraiment devenu une passion. Après, de fil en aiguille, il y a eu la progression, les équipes, les cadres, cantonaux, régionaux, nationaux. Petit à petit, par étapes. Petit à petit, jusqu'à l'aboutissement qui a été le professionnalisme. Mais qu'est-ce qui fait que tu fais ce choix du cyclisme? Toi qui as testé plusieurs sports, est-ce que c'est quelque chose en particulier? Ou tu n'arriverais pas à expliquer, c'est juste une passion, ça vient comme ça? C'est difficile à dire, parce que encore maintenant où je fais du sport plus pour le plaisir, quand je remonte sur mon vélo, il y a ce bien-être, il y a cette passion, cet accomplissement.
cette symbiose qu'il y a avec la machine que je retrouve nulle part ailleurs. Et c'est vraiment, on peut le dire, une passion qui est arrivée totalement par hasard, parce que rien ne me prédestinait à devenir coureur cycliste. Au-delà du sport en lui-même, il y a cette notion d'effort qui me correspond totalement par rapport à mon physique, à mes caractéristiques, et cet aspect compétition. Et c'est vrai que je ne pouvais pas envisager le vélo sans compétition, et encore maintenant, malgré mon âge, malgré ma carrière, dès que je remonte sur un vélo ou je chausse des baskets, il y a cette adrénaline de la compétition. C'est quelque chose qui est en moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit de plus en plus autour des terrains de sport, il y a vraiment cet aspect compétition qui est central, où on a des jeunes sur lesquels on mise tout, c'est-à-dire de la part de la famille, parce que parfois le sport c'est une échappatoire financière aussi, pas tout le temps, mais il y a de plus en plus d'espérance placée chez les jeunes. Toi, comme tu dis, tu avais cette envie de compétition très jeune, mais est-ce que tu as ressenti un petit peu de la pression de la part de l'entourage quand tu commences à faire tes premiers résultats ? Non, du tout. Pour ma part, j'ai peut-être eu cette chance d'avoir grandi dans un environnement, tu l'as dit tout à l'heure, donc je suis fils d'immigrés, il y a une notion qui était primordiale chez moi, c'était le travail. Le travail avant tout, le travail à l'école, le sport venait après. Mes parents m'ont accompagné, m'ont soutenu, mais m'ont toujours mis les garde-fous qu'il fallait, parce que pour eux, une carrière dans le sport, ça ne leur parlait pas. Donc c'était quelque chose qui était totalement étranger pour eux. C'est venu 100% de moi, avec la chance d'avoir ce soutien où de plus en plus le cocon familial doit s'impliquer pour que le sportif il puisse progresser. Et là, jamais je les remercierai assez, même s'ils ne venaient pas du tout du milieu, même s'ils n'y comprenaient absolument rien. Il y a eu un soutien total, que ce soit de mes parents ou de ma sœur, avec mon papa qui a appris à masser pour pouvoir me masser après les entraînements, ma maman qui faisait les menus en fonction pour que j'aie une diététique impeccable, avec des déplacements à 5 heures le matin tous les dimanches jusqu'à l'autre bout de la Suisse, avec des vacances prises en fonction des différentes compétitions pour pouvoir être présent et me soutenir. Donc c'est vrai que peu à peu, il y a eu une construction autour de moi et de ma carrière au niveau familial qui a été primordial, et il faut le dire, quant à ma progression et quant à la possibilité que j'ai eue de pouvoir faire de ce sport mon métier. Donc là, quand tu es à Luçon, je pense que tu as des bonnes capacités, tu progresses. Tu as quel mode de vie de tes 16 à 18 ans? Tu t'entraînes, j'imagine, beaucoup d'heures par semaine, 15-20 heures. En même temps, tu es à l'école. Comment tu arrives à tout gérer? Est-ce que tu as des souvenirs de tout ça? J'ai les souvenirs d'école où mes copains ne comprenaient pas trop pourquoi j'allais faire du vélo tous les jours. C'est vrai que le vélo, c'était pas le sport le plus populaire, n'était pas populaire du tout à l'époque, en tout cas. Moi, ça me plaisait, et j'ai toujours eu à cœur de garder mon cercle d'amis. Mes copains actuellement, c'est les mêmes que j'avais, c'est mes copains d'école, d'enfance. Et ils ont vite compris que pendant la saison, ils me voyaient peu. Après l'hiver, j'allais faire la fête avec eux, et je coupais complètement. Donc j'ai très vite réussi à faire la part des choses. C'était pas dur pour toi de renoncer à certaines choses quand tu grandis avec l'âge? Voilà, il y a les sorties, les potes. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que non, pas du tout, en fait. Parce que j'étais tellement dans mon sport, c'était tellement ma passion, ça me remplissait tellement que c'est vrai que le samedi soir, quand je savais qu'ils sortaient tous
et que moi je restais à la maison et j'allais me coucher, parfois je me disais, qu'est-ce que je fais là? Mais le lendemain, voilà, je me levais à 5 heures, on partait, j'allais au Tessin, au Suisse allemande, je me retrouvais dans des compétitions nationales, internationales, avec cette adrénaline de la course, avec les résultats qui sont suivis. Le plaisir, la joie que ça m'amenait compensait plus que largement les sacrifices. Donc, à aucun moment, je peux dire que j'ai fait des sacrifices, quoi. Donc, ça venait de manière totalement naturelle et c'était compensé justement par le plaisir que j'avais à être sur mon vélo et à participer à des compétitions. Et je ne sais pas si tu as encore les chiffres en tête, hein. En même temps que tu es à l'école, tu t'entraînes combien d'heures par semaine? Ça progresse, j'imagine, avec les années, hein, c'est sûr, il ne faut pas brûler les étapes. C'était quand même 10-12 heures par semaine, vraiment à 14 ans, 15 ans, ça monte vite au-delà des 15 heures lorsque j'étais au gymnase pour approcher les 20 à la fin. Là, c'est vrai que j'ai des souvenirs, même si sur ma dernière année du gymnase, j'ai pu être dans une classe sport-études. Là, c'était rude. Là, c'était rude parce qu'il fallait suivre les cours. J'étais junior, j'étais dans les cadres, je participais régulièrement à des courses à l'étranger. J'avais un doyen fantastique qui aimait le sport, qui aimait le vélo, qui m'accordait les congés, mais il fallait rattraper après. Et lorsqu'on revient à carboniser d'une course à étapes en Italie, qu'on a fait 6 heures de voiture, que le lundi on est au cours, qu'il faut rester après les cours pour rattraper ce qu'on n'a pas fait le jeudi et le vendredi parce qu'on était déjà sur la course à étapes et qu'après il faut s'entraîner pour préparer la course suivante. Là, c'était dur. Là, c'était très dur. J'ai fait mon gymnase, je l'ai terminé. Et après, j'ai arrêté, j'ai fait plus que du vélo et j'ai progressé de 30%. Donc sans augmenter mes charges d'entraînement, mais juste parce que au niveau de la récupération, c'était énorme de passer de justement ce rythme d'étudiant, toujours fatigué de s'entraîner à tout d'un coup avoir plus que ça à faire. Ouais, optimiser vraiment le quotidien. Le quotidien. Là, tu fais un choix stratégique qui va payer. Tu pars en Espagne. Comment est-ce que le choix vient de toi-même? Est-ce que tu as été conseillé? Voilà, ça m'intéresse de savoir à quel moment tu prends cette décision, tout miser sur toi, hein, au final, et de partir comme ça. Là, ça a été un passage, c'était une discussion vraiment avec mes parents. Encore une fois, le plus important pour mes parents, c'était les études. Lorsque j'ai terminé mon gymnase, je me rendais compte que allier études et sport de haut niveau, si je voulais percer, c'était plus possible. Je voulais faire du vélo mon métier et je voulais mettre toutes les chances de mon côté. J'ai discuté avec mes parents et on est arrivé à un deal. T'as dû argumenter quand même? Ah oui, j'ai dû argumenter. Et là, je m'en souviens encore, comme si c'était hier. Mon papa m'a dit, ok, on fait un deal, tu as 2 ans. Tu as 2 ans pour passer professionnel. Et il m'a donné sa carte de crédit. Hein, donc, voilà, donc pour dire, c'est devenu mon sponsor. Il m'a dit, ok, pendant 2 ans, tu ne fais que du vélo. Si dans 2 ans, tu n'as pas réussi, tu n'auras aucun regret. Ce vélo, on l'accroche au clou, on ira faire des balades et tu reprends l'Uni. Donc je voulais faire l'Uni, je savais ce que je voulais faire et sur le fond on s'est dit qu'un break de 2 ans dans les études c'était pas dramatique. Je pouvais reprendre l'Uni 2 ans plus tard et j'aurais pu reprendre mes études où je les avais laissées, il n'y avait pas de problème. Et pourquoi l'Espagne? Parce qu'on sait qu'à l'époque, enfin en tout cas je sais que dans les années 90, c'est surtout du côté de l'Italie où on a des très bons centres de formation. Les équipes italiennes avaient beaucoup de moyens financiers, des grandes structures. L'Espagne un petit peu moins, bien que ça ait toujours été une nation, on va dire, du cyclisme. Pourquoi ce choix? Est-ce qu'il y a une proximité avec tes origines? Comment ça se fait? Oui, tout à fait. Alors voilà, en Suisse, de par la caractéristique des courses en Suisse, où c'était beaucoup des courses en circuit, moi j'étais déjà à un stage, j'étais un pur grimpeur. J'avais besoin de longues ascensions pour pouvoir m'exprimer de courses à étapes, ce que je trouvais moins ici avec l'équipe amateur élite où j'étais.
Et, on a en plus un modèle du Nord, pays du Nord. Voilà, exactement. Et là-bas, on a prospecté. Et il est vrai que l'Italie, c'était une idée. D'ailleurs, ça m'avait traversé l'esprit par le fait que j'avais participé au Tour de Toscane. J'avais été approché par une ou deux équipes italiennes. Ça aurait pu être une option. Mais de par mes origines, l'Andalousie, j'ai vu qu'il y avait deux équipes de très haut niveau en Andalousie pour les U23. Et j'ai pris ma petite voiture, j'ai chargé le vélo, je suis parti, je suis allé toquer aux portes, donc vraiment avec rien. Toquer à la porte de ces deux équipes et une des deux m'a dit... Pourquoi pas, viens avec nous. Donc ça veut dire qu'avant de partir, j'avais rien. T'as aucun contact. Rien. C'est l'aventure totale. Ouais, c'est vraiment l'aventure. L'aventure. Je voulais être coureur cycliste et c'est l'aventure totale. J'avais un vélo, une voiture et une envie et autre et tout. J'ai terminé mon gymnase, reçu le résultat des examens. J'avais une équipe ici avec Sikon Gerber et je leur ai demandé la permission de m'absenter. Ils m'ont dit il n'y a pas de problème, tu reviendras faire la fin de saison ici. Et pas d'internet à l'époque, hein, on parle de 95. Je suis allé vraiment me suis renseigné qui c'était les directeurs sportifs, les managers de ces deux équipes. Je suis allé sonner chez eux. Hein, donc c'est quand même fou d'avoir cette détermination et de partir un peu presque au combat, sans savoir ce qui t'attend demain. C'est vraiment c'est fou quoi. Et ça a été très vite. Hein. Donc je suis arrivé là-bas, c'était début juillet, après les examens. Un des deux directeurs sportifs d'une de ces deux équipes, pour la petite histoire, qui était Ted Schluss. Donc c'était monsieur Berenguer, je me souviens de Manuel Berenguer, avec qui j'ai tissé après coup une profonde amitié. Et je me souviens encore, pour la petite histoire, j'avais les cheveux longs, c'était à la mode, il m'a vu débarquer avec mes cheveux longs. Qui sait, voilà, l'Espagne un petit peu encore old school. Et il m'a donné ma chance. Il m'a dit, bon, écoute, le week-end prochain, on va dans la région d'Alicante, participer à une course, c'est assez dur. On te donne un cuissard, un maillot, un vélo, quoi, donc viens avec nous. Et c'était une course assez relevée. Je fais 3e de cette course. Et là, il ne m'a plus lâché. Donc, ils m'ont pris une licence sur place. Je suis participé droit derrière à une course à étapes sous leur couleur en juillet, août. Et je n'ai gagné 2. Et au mois de septembre, j'étais en Colombie avec l'équipe nationale d'Espagne qui m'a sélectionné. Quoi. Donc là, l'histoire a commencé en fait. Quoi. Donc, ouais. Justement, je voulais te poser la question, je crois que j'ai ma réponse, savoir à partir de quel moment tu sens que tu passes un cap et que tu dis ok, je suis dans la cour des grands, maintenant ça va être ma vie pendant quelques années. C'est à ce moment-là en fait où tu commences à partir avec l'Espagne au championnat du monde quoi. Je me retrouve en Colombie et je mange à la table de Miguel Indurain. Parce que voilà, lui il était là-bas avec Olano, c'était la fameuse année où il gagne le contre-la-montre. Olano gagne la course en ligne. Et moi, je mange avec eux, donc je vais m'entraîner avec eux. 2 mois avant, j'étais sur les bancs au gymnase du Bugnon. Donc Et là, j'ai réalisé que waouh, j'ai tout fait pour ça. Je suis là, maintenant je vais devenir professionnel. La Kelme m'a testé après les championnats du monde de Colombie. J'ai fait 2 courses professionnelles déjà cette année-là. Donc au mois de juin, je suis au gymnase du Bugnon. T'as quel âge? T'as 19 ans? Là, j'ai 20 ans. 20 ans. Ouais. Alors maintenant, ça paraît presque âgé, mais oui, à l'époque, c'est très jeune. Quoi, donc, non, à l'époque, on arrive à maturité à 27, 28 ans. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on est mal habitué. Mal habitué. Maintenant, à 20 ans, on a déjà gagné 2 Tours de France. Mais bref, ouais, c'est vrai que le cyclisme a beaucoup évolué dans ce sens. Et c'est vrai que là, fin de saison, je cours avec la Kelme, qui ne me fait pas de signer de contrat parce qu'il me trouvait trop jeune, et je refais une année en amateur de nouveau avec cette équipe en Espagne où là, sans pression, je gagne 7 ou 8 courses dans les plus importantes, ce qui me permet de signer à la Polti à la fin de l'année. Quand tu commences à faire ces résultats, tu vas au championnat du monde,
Est-ce que tu perçois déjà des revenus ou à cette époque on ne parle pas encore de Ah oui, revenus? oui. Alors j'étais riche à l'époque parce que, comme je disais tout à l'heure, c'était mes parents qui me sponsorisaient. Et là, cette équipe qui m'a donné ma chance en Espagne, j'avais aucun revenu, hein. Ils m'avaient mis à disposition un cuissard, un maillot, c'était mon vélo. Et pour l'année d'après, bien sûr, je ne suis pas passé professionnel, mais la plupart des équipes U23 d'Espagne voulaient me recruter. Je suis resté fidèle à cette équipe. Là, ils m'ont donné du matériel et ils m'ont proposé, je peux vous le dire encore, donc à l'époque, c'était 1000 francs par mois. Ouais. Et j'étais nourri logé. C'est de l'argent de poche. Ah ouais, tu dépenses rien, quoi. Bah non, je savais pas où le dépenser parce qu'en plus on sort pas le soir, quoi. Donc je mettais encore de l'argent de côté là. Donc ma dernière année amateur, je peux dire j'étais riche parce que avec ces 1000 francs par mois, ça payait mon essence, mon téléphone et puis si voilà deux trois loisirs à gauche à droite. Donc là je suis devenu autonome et j'ai pu rendre la carte de crédit à mon papa, donc bien plus tôt que prévu. J'ai dit non, je m'assume, quoi. Donc et c'était incroyable parce que j'étais pas professionnel, mais je m'assumais grâce à mon sport, quoi. Donc mais c'est quand même c'est presque pas intéressant ce que tu me dis, c'est chemin tracé, quoi. Mais c'est beau, hein. Mais chemin tracé, il n'y a pas d'embûche. Alors oui, j'imagine qu'il y a eu des galères dans les années de 16, 17, 18 ans où tu as dû faire beaucoup de sacrifices, mais une fois que tu prends cette décision de tout miser sur toi et sur ta carrière, en fait ça va très vite parce que tu as des capacités physiologiques qui sont vraiment acquises, quoi. Oui, il y a une envie, une motivation, il y a un peu de chance aussi, hein, parce qu'il faut oser, mais la chance, il faut la provoquer. Il fallait aller taper aux portes, il fallait partir. Et après, ma vie en Espagne, en Andalousie, était 100% vélo. Donc je dormais vélo, je respirais vélo, je mangeais vélo. Et je m'entraînais 2 fois par jour, quoi. Donc je me suis créé ma structure. Je m'entraînais le matin, le soir, mon cousin, j'ai encore de la famille là-bas, quand il rentrait de son travail, il prenait sa vieille moto, puis on allait faire 1h30 derrière moto pour le rythme. Donc très vite là-bas, j'ai réussi à créer ma structure pour optimiser ma performance, quoi. Donc, ça a apporté ses fruits, tout en sachant que là-bas, mes amis ils étaient en Suisse, je connaissais personne, j'avais ma grand-maman, ma tante, mes cousins, mais qui eux, ils avaient leur vie, leur travail, aucune distraction. Quoi. Donc je m'entraînais, je faisais la sieste, je me reposais, je me réentraînais, je mangeais, je dormais, quoi. Donc, mais ça m'allait très bien. Donc à aucun moment j'avais l'impression, voilà, je me suis épanoui là-dedans et c'est vrai que ça m'a permis d'atteindre un niveau où avant de passer professionnel, je faisais vraiment partie des tout meilleurs amateurs en Espagne et avec les résultats qui sont venus avec. A posteriori aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu aurais quand même réussi au plus haut niveau sans faire ce choix de partir en Espagne, d'essayer? Je pense que ça aurait été plus compliqué ici en Suisse parce que moi, les résultats chez les amateurs, je les ai atteints sur les grandes courses à étapes. La typologie des courses te correspondait moins. Totalement. Tu pouvais moins te mettre en avant. Voilà, c'est vraiment... J'ai jamais eu la moindre pointe de vitesse. Hein, donc, si on était 5 dans un petit groupe, je faisais 6e. Quoi, voilà. Fibre rapide, fibre lente. Voilà. Par contre, dans les grandes étapes de montagne et en Espagne, chez les amateurs, il y avait déjà les grandes étapes de montagne, comme on peut voir au plus haut niveau. On enchaînait 3, 4, 5 cols dans la journée. Là, c'était vraiment mon élément. Et c'est vraiment là où j'ai pu aller chercher les gros résultats. Quoi, donc ensuite, tu signes à la Polti, en Italie. Oui. Qu'est-ce qui change par rapport aux méthodes d'entraînement espagnoles? Est-ce qu'il y a un changement? On sait qu'en Italie, c'est un cyclisme qui est plutôt dur, avec peut-être plus de courses dans l'année, en tout cas chez les amateurs et les U23, les élites. Toi, tu signes en tant que professionnel, donc au niveau mondial, World Tour. Est-ce que tu as vu une différence au niveau des méthodes d'entraînement?
Tout était différent. Et c'est vrai que d'entrée, quand je suis descendu à Bergame signer mon contrat, je me suis retrouvé avec le manager général et j'ai un petit peu étalé mon palmarès et autres et tout. Il m'a tout de suite stoppé. Il m'a dit: ce que tu as fait avant ne m'intéresse pas du tout. Maintenant, tu es professionnel, tu n'as rien fait. Tu dois tout prouver. Donc tout de suite, il m'a mis à ma place. Après, la Pole Team, c'était une des grandes équipes de l'époque. Ils m'ont recruté pour mes qualités de grimpeur. Ils m'ont tout de suite expliqué que le leader, c'était Luc Leblond et que je devais accompagner Luc Leblond partout. Et voilà, donc coéquipier, quoi. Voilà, coéquipier, vraiment. Il fallait que j'apprenne le métier dans ce sens. Et j'ai découvert en Italie un cyclisme de passion qui me correspondait totalement, où le public est passionné, mais tous les gens qui sont dans le staff de l'équipe le sont également, que ce soit les masseurs, les mécaniciens, les directeurs sportifs. On débarque, on n'est rien, on n'est personne, on est jeune, on est inconnu, mais tout de suite on se sent encadré, choyé, à la limite le directeur sportif passait à 22h pour voir s'il nous manquait de rien dans la chambre pour bien dormir. Et ça, c'est vrai que ça m'a permis c'est pas le cas de tout le monde, hein. Moi, là aussi, j'ai eu la chance de signer dans une équipe comme la Polti, qui m'a permis de m'épanouir et d'arriver de faire mes armes tranquillement, sans pression particulière, quoi. Donc, mais j'ai pu apprendre mon métier de la meilleure des manières. Au niveau des entraînements, est-ce que c'était quelque chose... je pense des fois tu dois te mettre dans le rouge, hein, quand tu dois faire des entraînements de haut de max. Est-ce qu'on te poussait peut-être plus qu'en Espagne, ou les méthodes étaient similaires? Non, c'était similaire, et il n'y a pas eu de choc particulier, c'était dans la continuité. Ouais. Je travaillais déjà beaucoup chez les amateurs, et là, c'était les courses, il y avait plus de compétition, ça allait plus vite. Donc il y avait un petit peu plus de gestion entre les courses. Donc sur le fond, on s'entraînait moins quelque part, quoi. Donc parce que il fallait privilégier la récupération entre les compétitions. Le cyclisme là aussi a beaucoup évolué. Si maintenant la plupart des coureurs, ceux qui courent beaucoup, font 60, 70 jours de course, ça c'est vraiment énormément. Nous on était plutôt aux alentours des 90, voire plus, quoi. Donc on faisait beaucoup plus de jours de compétition. Donc on utilisait beaucoup les courses aussi pour se préparer, ce qui n'est pas le cas maintenant. Il n'y a plus de courses de préparation maintenant. D'entrée, dès le début de saison, ça va extrêmement vite. Il faut être prêt. Il n'y a plus d'entraînement dans les courses. Il n'y a plus d'entraînement dans les courses. Toutes les courses sont importantes. Voilà. À mon époque, les courses début de saison étaient encore un petit peu utilisées comme une phase d'entraînement. En 98, premier grand tour avec la Vuelta, un départ depuis Cordoue. Qu'est-ce que ça te fait d'être au départ d'un grand tour, et surtout le Tour d'Espagne? Un accomplissement en soi, mais paradoxalement, ce qui m'a fait le plus bizarre, c'était mon premier Tour de Romandie. Le Tour de Romandie, j'ai beau avoir des origines espagnoles, certes, la Vuelta c'est extrêmement important, c'est un grand tour, mais le Tour de Romandie, c'est la course qui passait sur mon à la télé, quoi. Donc, près de chez toi. Donc, mon premier Tour de Romandie, ça c'était quelque chose de particulier. La première Vuelta, j'y allais un petit peu avec de la crainte, de l'appréhension, de voir comment j'allais pouvoir gérer 3 semaines, parce que 3 semaines c'est long. Tu n'avais jamais fait une course à étapes de 3 semaines par le passé? Non, jamais, quoi. Donc c'est toujours une expérience particulière qui, malheureusement, en 98, j'ai chuté. Ça a été un chemin de croix difficile, mais ça m'a fait mes armes et j'ai beaucoup appris lors de cette édition, quoi. Donc. Cette Vuelta, elle intervient quelques mois après l'affaire Festina, le scandale qui a touché le cyclisme. Toi, tu es très jeune à cette époque, mais est-ce que tu vois qu'il y a un avant-après Festina? Ou pas forcément? Oui. Parce qu'on sait aujourd'hui que le cyclisme est le sport le plus contrôlé et malheureusement encore le plus controversé, hein, dû à son passé. Mais est-ce que tu vois qu'il y a un avant-après quand même? Oui, totalement. Donc l'affaire Festina a marqué un tournant dans le cyclisme où... bien, ma foi, il faut le dire, il y avait des vieux travers et, avec cette génération 90, et à partir de l'affaire Festina, il y a eu une prise de conscience,
Et là, je dirais qu'à partir de l'affaire Festina, attention, je ne vais pas dire que le cyclisme est devenu propre, mais celui qui a triché savait qu'il trichait, ce qui n'était pas forcément le cas avant l'affaire Festina. Ouais, ce changement de mentalité, c'était une autre époque. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus régulé, on va dire. Mais malheureusement, chaque performance encore extraordinaire aujourd'hui est un peu pointée du doigt, dû à ce passé parsemé d'embûches, on va dire. Premier Tour de France en 2000, avec une sacrée étape, la 12e étape. Est-ce que tu peux me parler de cette 12e étape avec une arrivée au sommet du Mont Ventoux? Oui. Il me semble. Parce que tu finis, il me semble, 12e de l'étape, pas très loin de Richard Virenque. J'ai revu les images il n'y a pas très longtemps. Explique-moi un peu le contexte où il y a des monstres qui s'affrontent devant. Il y a la lutte pour le titre entre Armstrong, Marco Pantani, Jan Ullrich. Il y a un peu derrière les Richard Virenque, Laurent Jalabert. Explique-moi un peu tout ce contexte de cette 12e étape, ou et plus généralement du Tour 2000. Oui, cette étape, ça fait 24 ans, hein, et je m'en souviens parfaitement. Il y a des étapes comme ça qui marquent. On partait d'Orange et c'était l'arrivée au Mont Ventoux, cette arrivée mythique. Et ce Tour 2000, c'était mon premier Tour de France. Je découvrais chaque jour. Il s'est passé plein de choses. Lors de la 2e ou 3e étape, j'étais chercher les bidons. Je me suis retrouvé lâché. J'ai failli arriver hors délai. Mais j'étais là avant tout sur ce Tour de France pour aider Laurent Dufaux, qui était le leader de la Saeco à l'époque. Et ce jour-là, Laurent Dufaux n'a pas pris le départ, parce qu'il était malade et il a dû abandonner. Et il y avait encore Savoldelli, il y avait Comesso. On était une belle équipe, mais il n'y avait plus personne pour le classement général. Et au briefing le matin, ils nous ont dit vous pouvez faire votre course. Donc, faites-vous plaisir. Voilà, faites-vous plaisir. Vous, maintenant, essayez d'aller dans les échappées, faites votre course. Ce jour-là, je n'ai pas pris d'échappée. Je me suis retrouvé au pied du Ventoux avec les ténors. Tu les as cités tout à l'heure, avec les meilleurs grimpeurs. Et ça a commencé à accélérer. Ça te fait quoi d'être à côté d'eux, de te battre avec eux? En fait, tu réalises ou pas? Je me suis jamais vraiment retrouvé dans cette situation, parce que moi j'étais équipier, je faisais mon travail et là j'avais pas de travail à faire, je devais juste suivre. Alors on est dans le métier, puis sur le moment on se dit pas c'est Virenque, Jalabert ou Armstrong, c'est des coureurs. De toute façon, je vais exploser dans 2 km. Et plus ça allait, et je me souviens très très bien, quoi. Donc juste avant Chalais-Reynard, je suis à côté d'Escartine qui fait un écart. Et je sais pas, j'élève la voix et autres et tout contre Escartine, et puis il s'excuse presque. Et je me rends compte que je suis devant. Je me retourne et il n'y a plus personne, hein. On est 10, 12, 15, quoi. Donc on est un petit groupe. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et ça s'est fait à la pédale, hein. C'est pas dans une échappée et autres et tout, ça s'est fait au train. Ouais. Et là, il y a Pantani et Armstrong qui partent. J'essaye même pas de suivre, mais à aucun moment j'ai l'impression d'être à bloc, quoi. Donc bien sûr, je suis dans la souffrance, mais en gestion. Et là, ils partent. Je dis, bon, là c'est pas ma course. Et derrière, on gère. Et je fais mon ascension comme je peux. Je me dis, mais je suis dans le top 10, quoi. Donc j'étais pas là, je finis comme je peux à fond. Et c'est vrai que ce jour-là je fais une grosse étape là, parce que ça s'est fait à la pédale et je finis dans les 10-12 meilleurs, je crois 12-13e, voilà, dans une ascension mythique, à 2 minutes. Je me souviens très bien de Pantani Armstrong qui battent le record de l'ascension. Donc je me dis, je suis à 2 minutes du record de l'ascension du Mont Ventoux. Et waouh, là, ça m'a vraiment fait prendre confiance à moi, à l'équipe. Et à partir de là, j'ai eu un rôle un petit peu plus protégé. C'est vrai que le Tour de France 2000 reste un immense souvenir, parce que du coup, toutes les étapes de montagne, j'étais devant. J'avais l'équipe qui travaillait un petit peu pour moi. Et c'était vraiment cette étape du Ventoux un petit peu le déclencheur. C'est bien parce que cette étape du
du Ventoux, elle intervient assez vite, c'est la 12e étape, donc après tu peux encore profiter une semaine et puis lâcher les chevaux, comme on dit. Hein. Oui, exactement, je me souviens encore de Jouplane, monter Jouplane, où je reviens sur Armstrong, donc on arrive de l'autre côté. Ouais, c'est beaucoup de beaux souvenirs. C'est arrivé à Lausanne, donc voilà, c'était là aussi, on partait de Lausanne jusqu'à Fribourg-en-Brisgau, on a traversé Moudon, ma commune, avec le Tour de France. Donc vraiment ce Tour de France 2000, c'est mon premier Tour de France, mais peut-être le plus beau souvenir que j'ai de ma carrière de coureur. Est-ce que c'est vrai que on connaît le poids d'Armstrong pendant les années 2000, début 2000. Est-ce que c'est vrai qu'il contrôlait la course ou tu l'as pas vraiment ressenti? C'est-à-dire que presque lui qui choisissait les échappées, voilà, on entend de tout. Est-ce que tu l'as ressenti un peu que... J'imagine, hein, en tant que grand fan de cyclisme, j'imagine qu'il y avait peut-être à l'époque plus de respect pour les grands. Aujourd'hui un petit peu moins avec les Pogacar qui sont arrivés, on voit qu'il y a un petit peu moins de... Pas envie de dire moins de respect, mais... Les jeunes tentent plus, vont plus vers l'avant. Est-ce que toi, à ton époque, il fallait respecter le leader, on va dire? Oui, le cyclisme a changé, a évolué à ce niveau. C'est vrai que maintenant, les jeunes, ils arrivent, ils ont peur de rien, ils foncent. À mon époque, il y avait encore cette hiérarchie, ce respect, je dirais, des aînés. Et il y avait des patrons, dans le peloton. Il y avait deux patrons, c'était Cipollini et Armstrong. Je n'irai pas jusqu'à dire qui choisissait d'échapper. Non, la course était limpide d'un point de vue sportif. Mais si tout d'un coup, ils décidaient qu'on allait faire 50 km tranquille au début parce que c'était dur, c'était eux qui prenaient la décision. S'il fallait s'arrêter pour faire satisfaire un besoin naturel, c'est eux qui décidaient. Donc on a encore ça aujourd'hui avec les Van Aert, les Van Der Poel. On a oui, quand même mais moins, un peu quand même, mais moins. C'est vrai que eux, ils avaient un poids important dans le peloton et il fallait respecter. Si tu compares le Tour de France avec le Giro, tu as fait un Giro et puis cette Vuelta, est-ce que tu ressens vraiment le poids de l'histoire du Tour de France? On sait que c'est le 3e événement le plus regardé au monde. Il y a plus de sponsors, plus d'argent, plus de spectateurs. Est-ce que tu sens une différence en tant que coureur? Au niveau, on parle souvent de nervosité au niveau du Tour de France, encore plus que sur les autres courses. Est-ce que tu ressens ça? Clairement. Le Tour de France, c'est un monde à part. Hein. Je n'ai fait 3 comme coureur, je n'ai bientôt fait une dizaine comme consultant. Et à chaque fois, c'est la même magie. Et c'est un monde. Hein. C'est une ville qui se déplace. Quand on est dans le peloton, dans le Tour de France, il y a du bruit. Donc moi, si je dois retenir quelque chose du Tour, c'est du bruit. Il y a les hélicoptères, il y a les motos et il y a des spectateurs partout, tout le temps. Donc si vous allez vous mettre au bord de la route, voir passer le Tour, quand le peloton y passe, tout le monde crie. Waouh! Et ben, c'est constant. Ce waouh, c'est constant parce que nous, on est dans le peloton. Et j'ai des souvenirs d'arriver dans ma chambre d'hôtel après les étapes et je ne voulais ni télé, ni radio, je voulais du silence, quoi. Donc il fallait faire baisser la pression. Aller signer le matin, c'est le premier col de la journée. Il y a tellement du monde. Maintenant, les mesures de sécurité ont un petit peu changé. Oui, en plus une bulle. Une bulle. Avant, on traversait le public, quoi. Et un coureur comme moi, j'étais pas un grand coureur, mais je signais 150, 200 autographes. Donc en allant... de quoi ajouter de la fatigue. Le matin. Et au 201e, on disait non. Et on se faisait mal voir. Pourquoi il ne veut pas signer? Qui c'est lui? Donc, mais au bout d'un moment, il fallait dire stop. Et tout était grand, tout était très très grand et fatigant, épuisant. J'ose pas imaginer lorsqu'on est leader et qu'on doit assumer le public, les conférences de presse, les cérémonies protocolaires et tout ce qui va avec. La dépense énergétique, elle est monstrueuse. Et ça, j'en parle souvent lors de mes commentaires, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment réaliser. C'est dur à gérer parce qu'il y a certes l'étape qu'on voit, l'école, les kilomètres qu'il faut affronter, mais il y a l'avant-étape et l'après-étape qu'il faut encore réussir à gérer. Et c'est très très gourmand en énergie.
avec les sponsors qui sont là, qui demandent chaque fois aux coureurs d'être présents, de faire, d'exploiter leur image, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment un peu une entreprise qui se déplace. Oui, c'est une ville. Hein, et lors de mon premier Tour de France, on est arrivé le mercredi, il n'y avait rien, et peu à peu on voit que ça se construit. Et pour le prologue le samedi, il y a une ville qui s'est construite de rien, de nulle part. De nulle part, oui. En 2006, tu arrêtes ta carrière de cycliste professionnel, et en 2007, tu deviens consultant pour la RTS. En même temps, tu te formes, tu deviens assureur. Il y a direct une transition qui se fait assez rapidement. Le jour où tu décides d'arrêter ta carrière, est-ce que ça a été difficile pour toi d'un point de vue identitaire, redéfinir ton identité, parce que pendant 20 ans, tu as fait du cyclisme, on te définissait comme cycliste. Le jour où tout s'arrête, est-ce que tu en as un petit peu souffert de ça? Ou tu n'as pas eu le temps, parce que tu as vite rebondi? J'ai pas trop eu le temps parce que j'ai encore une fois été très bien entouré, soutenu. Et très vite, hein, j'ai arrêté ma carrière le 31 décembre, le 1er février, je commençais à travailler. Et pour moi, ça a été un salut, ça a été presque thérapeutique parce que tout de suite, j'ai pu me mettre dans quelque chose d'autre et mettre toute l'énergie, la motivation que j'avais sur le vélo dans ma reconversion. La chance que j'ai eue de pouvoir travailler avec la RTS très vite également en tant que consultant, ça a été énorme, d'une part parce que j'ai pas abandonné mon milieu, je suis resté de l'autre côté de la barrière, mais dès que je suis au commentaire, je suis dans le peloton. Tu vis de nouveau. Je vis de nouveau, et c'est ce que j'essaye de transmettre dans mes commentaires. Pas uniquement le résultat en lui-même, mais ce qu'on ressent au sein du peloton, l'analyse, et j'essaye de rester coureur. Et ça fait, tu l'as dit, depuis 2006 que j'ai arrêté. Maintenant, ça fait 18 ans et je suis encore coureur sur le fond. Quand je commente, je suis encore coureur. Je me mets dans le peloton et j'essaye de réfléchir, de raisonner. Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et du coup, j'ai l'impression de jamais vraiment avoir arrêté. Ouais, c'est vrai que tu arrives à voir au-delà du simple spectateur, du grand fan, mais tu arrives à voir au-delà. Parce que tu te vois dans le peloton, quoi. Voilà, tout à fait. Et ça, ça m'a permis de rester coureur. Je le suis encore un peu et j'ai l'impression de vivre les courses de l'intérieur. Et quand tu arrêtes ta carrière de cycliste, est-ce que tu fais une pause du vélo? Est-ce que tu as un trop-plein ou tu as toujours continué à faire du sport? Non, alors les 2 premières années, j'ai continué à faire pas mal de vélo. Et après, j'ai essayé un peu par hasard la course à pied. Là, j'ai très vite croché à la course à pied, les marathons en particulier. Donc, j'ai beaucoup moins fait de vélo, voire plus du tout pendant des longues périodes. Mais toujours autant, mais je me suis vraiment consacré plus à la course à pied. Mais j'ai gardé une activité physique presque quotidienne. Hein. Donc, pour moi, ça fait partie de mon style de vie, de mon hygiène de vie et de mon bien-être. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, malgré toutes ces années, je reste actif. Je n'ai pas besoin de long. J'essaye de faire au mieux avec mon activité professionnelle et familiale, mais toujours avec une activité physique récurrente. T'es le premier ex-cycliste à passer sous la barre des 2h30 en marathon. Est-ce que ça, c'est dû en partie à toutes les années d'endurance que tu as fait, ou bien tu essaies quand même de chercher la performance en marathon? C'est-à-dire que quand tu fais la transition, tu essaies la course à pied, ça te plaît. Est-ce que tu rentres de nouveau dans ce processus de tout optimiser, être le meilleur, ou bien c'est plutôt dû au fait que les 20 ans de haut niveau sont là, quoi? Alors, absolument pas. Donc, au fait, depuis que j'ai arrêté, j'ai toujours autant de plaisir à faire du sport. Et lorsque j'ai préparé les marathons, je les prépare encore maintenant. Avec les années passent un petit peu moins. J'ai aucun problème à m'entraîner dur, à faire des intervalles, à faire du long. Par contre,
et j'ose dire, hein, je n'ai plus aucune hygiène de vie. Voilà, alors, toujours avec les règles de base, mais autant j'ai tout optimisé pendant ma carrière, autant maintenant je suis un bon vivant qui aime se faire plaisir à table, qui aime boire voire deux bons verres de temps en temps. Et j'ai fait moins de 2h30 au marathon parce que je pense que j'avais des qualités de base à ce niveau, parce que je me suis très bien entraîné, ça c'est clair, mais peut-être j'aurais pu faire 2,28 ou 2,27 en optimisant un petit peu les à côté. Ça n'aurait rien changé à ma vie, mais j'aurais été certainement moins heureux parce que voilà, à ce niveau-là, donc il y a eu ma carrière, quand j'étais professionnel, j'étais payé pour faire ça. Et il fallait que j'optimise tout ce qui pouvait l'être, et le sport maintenant, où ça reste avant tout un plaisir. Et on va parler un petit peu plus du commentateur maintenant, sur cette partie. Moi j'ai 2 grands souvenirs de toi en tant que commentateur sur le Tour. C'est pendant le Tour 2020 avec Marc Hirschi, qui nous a fait vivre de belles sensations quand même. Alors, on le connaissait un petit peu, ceux qui connaissent bien le cyclisme en Suisse le connaissaient un petit peu. Il fait un sacré tour, 2 fois ça lui passe sous le nez, mais la 3e, il part en échappée. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est beaucoup moins présent, il a changé d'équipe, il est chez UAE Team Emirates. Pourquoi est-ce qu'on le voit moins? Est-ce que c'est parce qu'il s'est muté en coéquipier de luxe pour les Yates ou les Pogacar, ou bien il n'a juste pas confirmé derrière? Quel est le poids de ces 2 éléments, selon toi? Marc Hirschi gagne 7 courses l'année passée. C'est l'un des coureurs qui a le plus gagné du peloton international. Seulement, il ne gagne pas sur le Tour de France. Donc, il ne gagne pas sur les grandes courses pour le grand public. Marc Hirschi, sur ce Tour 2020, était fantastique. Moi, Marc Hirschi, je le suis depuis les juniors. Je l'avais vu autour du Pays de Vaud junior. Je l'ai vu grandir, je l'ai vu arriver à ce niveau. Ce niveau, ça m'avait surpris plus d'un, moi à moitié, parce que je savais le potentiel de ce coureur. Marc Hirschi, par la suite, tu l'as dit, a signé chez UAE. Il a eu passablement de problèmes physiques, avec une opération aux hanches, avec des chutes au plus mauvais moment, et il s'est retrouvé d'un statut de leader à un statut qu'il a perdu, parce que ça va très très vite. Si Pogacar cette année il ne gagne plus une course, avec les jeunes coureurs qu'ils ont engagés chez UAE, il va très vite perdre son aura et son statut dans le sport de haut niveau. Si on est dans des grandes formations, on doit tout de suite confirmer. Et là où ils ont été très bons chez UAE, c'est que l'année passée, ils l'ont retiré des grandes courses. Et ça a pu heurter certains, dire mais Marc Hirschi n'est aligné sur aucun grand tour, parce que Marc Hirschi n'a participé à aucun grand tour l'année passée, mais ils lui ont fait un programme parallèle avec des courses moins médiatisées, et il a gagné à nouveau, donc, parce que Marc Hirschi est un gagneur, et probablement que cette année on va de nouveau gentiment le remettre sur les grandes courses, et il gagnera à nouveau au plus haut niveau, tout en sachant qu'il va chasser sur les mêmes territoires que Pogacar, sur les classiques ardennaises, sur Yates, sur certaines courses à étapes d'une semaine, sur des jeunes qui arrivent. On a vu Juan Ayuso, on a vu Del Toro qui vient de gagner le Tour de l'Avenir, qui débarque à 19 ans, qui crève l'écran déjà en Australie. Bref, cette équipe UAE qui a également fait signer Jan Christen, encore un Suisse dont on va beaucoup parler à l'avenir, tellement il est pétri de talent, mais c'est vraiment une pouponnière à talent. Donc pour pouvoir faire sa place et pour pouvoir s'illustrer sur les plus grandes courses, c'est extrêmement difficile. Encore une fois, c'est des choix de carrière. Il a décidé d'aller dans une équipe, donc probablement ce qui est actuellement la meilleure équipe du monde. On a le soutien, mais aussi pour pouvoir émerger, et il faut être extrêmement fort. Le deuxième moment fort, c'est cette planche des belles filles.
Roglic fait pas une très très bonne impression visuelle, hein. Daniel, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Déjà, il se lève souvent de sa selle, ce qui est assez rare pour lui, Primož Roglic, qui habituellement monte assis, tout en souplesse. Et là, on voit qu'il a besoin de se relancer, le style semble heurté. Ouais, le coup de massue là sur l'équipe Jumbo qui n'en croit pas ses yeux. Oh, la mine, regardez cette image, elle est incroyable. L'avant-dernière étape, enfin la dernière étape, le dernier contre-la-montre, incroyable, une sensation surprenante, mais à la fois incroyable parce que c'est quelque chose d'inédit à quelques heures de la fin de ce tour. Toi, comment tu as vécu cette étape avec un Pogačar qui avait déjà montré certaines qualités, mais qui, voilà, Roglic une journée sans, un petit peu moins bien que son homonyme, et Pogačar qui gagne comme ça. Est-ce que ça reste une des plus belles étapes de ces dernières années, selon toi? Le sentiment est double et mitigé, parce que sur le moment, certes, Pogačar, on le voyait venir, c'était un jeune incroyable, il fait un beau Tour de France, mais là, ce retournement de situation, on se dit, oh, wow, mais comment c'est possible? Et forcément, il y a les doutes qui s'installent, et autre et tout, mais comment c'est possible? Et cette image de Roglic, le casque en travers, quoi, donc voilà, qui dit, mais qu'est-ce qui arrive? Cette image à l'arrivée de Wout van Aert qui hoche la tête, qui comprend pas comment est-ce qu'on a pu perdre le Tour de France et autres et tout. Et nous, là, aux commentaires, on se dit, mais est-ce qu'on est en train d'assister à l'une des plus grandes performances de ces dernières années, ou qu'est-ce qui est en train de se passer? Et maintenant, avec le recul des années après, avec ce que Pogačar a montré, eh bien, c'était la naissance d'un immense champion. C'est du cyclisme à l'état pur. Et Pogačar, on peut aimer plus ou moins un coureur, mais je connais personne qui dit je n'aime pas Pogačar. On ne peut pas ne pas aimer Pogačar. C'est un jeu pour lui. C'est sa manière de courir, être capable de gagner le Tour de France et le Tour des Flandres, attaquer à tout va sans se poser des questions. Plaisir, en fait. C'est le coureur. C'est le coureur qui est en train d'amener des foules. C'est pas le seul, hein. Il y a Mathieu Van Der Poel, il y a Wout van Aert, il y a Remco Evenepoel. Il y a vraiment une génération maintenant de coureurs incroyables qui amènent le public, qui amènent un nouveau public au cyclisme. On se régale vraiment, on se régale en regardant les courses. Aujourd'hui, les jeunes font éclosion beaucoup plus tôt. On l'a vu avec notamment Pogačar. On l'avait vu en 2019 avec Egan Bernal. Vingegaard, qui est assez jeune, hein, il gagne son premier tour en 2022, il est assez jeune. Qu'est-ce qui explique cela par rapport aux années 90 où on arrivait à maturité à 28-29 ans? Les jeunes en junior maintenant sont déjà presque professionnels. Et c'est vrai que pour poursuivre les petites catégories, très vite déjà on optimise la performance. En bien ou en mal, l'avenir nous le dira, mais c'est vrai que très jeune, on voit passablement de coureurs qui ont déjà un diététicien, qui ont des capteurs de puissance, qui s'entraînent extrêmement dur et qui mettent absolument toutes les chances de leur côté. Ce qui fait qu'on arrive beaucoup plus tôt à maturité, à des hautes performances. Pendant des années, on s'est dit, attention, il ne faut pas les griller, il faut les préserver. Et l'un des déclencheurs a été Remco Evenepoel. Remco Evenepoel était footballeur à la base. Il était à très haut niveau dans le foot. Il joue à Anderlecht. Anderlecht, tout à fait. Et dès qu'il a débarqué dans le vélo à 15-16 ans, lui, à 15-16 ans dans le foot, il était déjà pratiquement professionnel, il s'entraînait énormément et autres et tout. Il s'est dit, mais pourquoi là... on s'entraîne pas. On s'entraîne pas. Il s'est dit, mais si les professionnels ils font ça, moi j'ai beau avoir 15 ans ou 16 ans, je le fais aussi. Et tout de suite, il a écrasé la concurrence. Et on s'est dit, mais finalement, c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas faire à ces jeunes de 16, 17, 18 ans des charges plus importantes et qu'on n'optimiserait pas déjà la performance avec tous les à côté, en particulier tout ce qui est diététique, des entraînements très très précis où on sait exactement les zones où il faut travailler grâce à ces fameux capteurs de puissance, ce qui fait que maintenant les jeunes débarquent des juniors
extrêmement fort. Et je dirais presque que cette catégorie U23 n'a pratiquement plus pas de différence avec les pros, plus lieu d'être, parce que maintenant les recruteurs vont recruter chez les juniors et non plus chez les U23. Ouais, il y a ce changement de paradigme. Et en fait, c'est vrai que les jeunes s'entraînent comme les pros, quoi. Il n'y a presque pas de différence. Ils vivent comme des pros. J'ai envie qu'on parle un petit peu de l'hétérogénéité qu'il y a au sein du peloton entre les équipes. On sait qu'il y a 3-4 grosses équipes qui se partagent l'entièreté du gâteau et des équipes un peu plus petites qui font beaucoup moins de résultats. Les grosses équipes, je pense à UAE, Ineos, la Jumbo et puis la Team Bahreïn. Est-ce que c'est un danger pour le cyclisme d'avoir cette grande différence entre un peloton en fait divisé, un peloton à 2 vitesses, si je peux dire comme ça? Je pense que c'est un discours qu'on a eu dans la plupart des sports. Hein. Donc il y a maintenant des voix qui s'élèvent. Est-ce qu'il faudrait qu'on mette un salaire gap ou pas? Donc voilà, on l'a eu aussi dans le foot, on l'a eu dans le basket aux États-Unis, dans le hockey un petit peu partout. C'est clair que ces équipes que tu as citées, je rajouterai la Trek qui arrive avec un gros budget également, peuvent se permettre d'aller recruter des grands coureurs. Elles ont la main mise sur le peloton, avec la qualité qu'ils ont, mais ça pousse tout le monde en avant aussi, et ça pousse d'autres sponsors à venir, et on a eu pendant quelques années uniquement la Sky, maintenant Ineos qui archi dominait. Maintenant tu en as cité 3-4, il y a plusieurs équipes, et peut-être que cette année au départ du Tour de France on va avoir Vingegaard, on va avoir Pogacar, on va avoir Remco Evenepoel, on va avoir Roglic. 4 équipes, il y a Labora aussi qui recrute en gros, avec on a entendu Red Bull qui débarque dans le cyclisme, donc là aussi ça va être une manne d'argent énormément, donc l'argent appelle l'argent, et on est en train de se retrouver avec passablement d'équipes avec des budgets incroyables qui étaient inimaginables il y a quelques années dans le cyclisme, et ça sur le fond, certes pour des équipes qui, avec 15-20 millions d'euros à l'époque, étaient au sommet, maintenant elles sont que de peloton, et c'est le cas de le dire, ça ne suffit plus, ça va être difficile, mais à l'avant, par contre, on se retrouve avec des gros budgets, des gros sponsors, ce qui permet justement une progression générale, et d'avoir plusieurs équipes avec des grands leaders extrêmement bien entourés, ce qui donne de l'intérêt aux courses. On va faire un c'est mieux ou c'est pas mieux. Tu réponds par oui ou par non. D'accord. Si tu veux argumenter, tu peux. Ouais. Gagner une étape du Tour de France avec une arrivée sur l'Alpe d'Huez, c'est mieux que de gagner un championnat du monde. C'est pas mieux. La course à pied, c'est mieux que le vélo. C'est pas vrai. Juan Ayuso, c'est mieux que Adam Yates. C'est vrai. Le Giro, c'est mieux que la Vuelta. C'est vrai. Personnellement, j'aime les deux, mais le Giro, les étapes me correspondent mieux, quoi. Donc la montagne, c'est des cols qui sont plus longs. Le Real, c'est mieux que le Barça. Ça, c'est sûr. Une forte pluie, c'est mieux qu'un cagnard sur une route. Non, faux. Le Tour des Flandres, c'est mieux que Milan-San Remo. C'est vrai. C'est mieux la Jumbo en 2022 et 2023 que la Sky en 2018 et 2019. C'est vrai. Parfait. Écoute Daniel, merci beaucoup d'avoir été sur Ressources ce soir. J'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi, que ce soit du côté de ta carrière professionnelle de cycliste, d'ancien cycliste qui a fait des belles choses, et aussi la part du consultant qui va continuer ces prochains mois à nous faire vivre des belles émotions. Moi j'ai beaucoup de plaisir à regarder la RTS. Mais merci d'avoir été présent sur Ressources ce soir. Et puis je te dis peut-être à tout bientôt sur les routes, à vélo ou bien en course à pied. Merci beaucoup, j'ai eu beaucoup de plaisir également, et tout bon pour la suite. Et effectivement, on va s'entendre beaucoup cette année parce que ça va être une grande année de vélo. Magnifique, merci beaucoup. Merci à toi.